Dans cette discussion entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils abordent le sujet de la réincarnation et son crédit en tant que théorie. Ils reconnaissent que la réincarnation a été soutenue depuis des millénaires par différentes religions et philosophes, mais soulignent la difficulté pour cette théorie de devenir crédible en raison de l'absence de souvenirs précis des vies passées. Bernard de Montréal explique que l'homme ne possède pas la mémoire de ses expériences passées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a une limitation de la conscience humaine à absorber une grande quantité d'informations et de mémoire en raison des contraintes matérielles. De plus, l'homme n'a pas encore atteint un niveau suffisamment évolué pour pouvoir sortir de son corps à volonté et accéder à ses mémoires. Ainsi, l'absence de mémoire des vies antérieures est une protection psychologique et psychique pour l'homme. Bernard de Montréal mentionne également qu'avec l'évolution de la conscience et l'extériorisation du corps éthérique, l'homme pourra éventuellement avoir accès à ses mémoires, mais il sera protégé de l'impact de ces informations grâce à sa capacité à vivre de manière objective et non émotive. Dans ce texte, il est expliqué que lorsque l'homme sera capable de vivre en tant qu'homme esprit, totalement séparé du pouvoir de la mémoire sur ses émotions, il pourra comprendre l'évolution cosmique de son passé. Il sera alors prêt à comprendre la véritable nature de la réincarnation, qui n'est pas réellement une succession de vies, mais plutôt une connexion entre les différentes étapes évolutives de la mémoire planétaire. Cependant, cette perception de la mémoire n'a pas de valeur émotionnelle pour l'homme conscient, qui aura accès à l'infini de sa progression en tant qu'énergie. La conscience supramentale, dépourvue d'émotions, aura accès à l'infini de la mémoire et de la vie. Ainsi, les termes tels que les anges et les guides spirituels n'auront pas la même signification pour l'homme avec une conscience cosmique. Cette conscience intelligente et libre de toute émotion pourra vivre sa personnalité en fonction d'un processus de vie électrifié par l'origine de sa conscience. La conscience d'une entité après la mort est différente de celle qu'elle avait lorsqu'elle était dans un corps matériel. Elle est consciente sur un plan astral ou sur un plan vers l'astral, en fonction de sa capacité à se connecter avec l'émotion, mais avec moins d'émotion que lorsqu'elle était dans le corps matériel. Si l'entité est complètement coupée du corps matériel, elle vit une mémoire résiduelle qui lui permet de se situer psychiquement sur les plans astraux, mais elle n'est plus intéressée à revenir sur le plan matériel. Elle vit alors une seconde vie qui fait partie des conditions cosmiques. Les entités après la mort utilisent la conscience humaine et communiquent avec elle à différents niveaux, mais elles sont des vampires car elles ne répondent pas aux lois de la lumière. Elles ne peuvent pas donner le savoir à l'homme, mais elles peuvent influencer son mouvement à travers sa conscience astralisée. Le phénomène de réincarnation permet à l'homme de vivre une continuité de sa conscience vers l'avant qui mène à l'immortalité. Cependant, l'homme conscient de l'avenir, en dehors du monde de la mort, ne sera plus intéressé par la réincarnation. Il cherchera à fusionner avec l'énergie pour entrer dans un autre corridor de temps et développer un lien étroit avec cette énergie, sans subir les chocs émotifs de l'expérience. Dans cette réflexion, l'individu affirme n'accorder que peu d'importance à son passé, préférant se concentrer sur son présent et son avenir. Il critique également les orientaux qui accordent une grande importance à la réincarnation. Selon lui, cela les maintient dans une illusion et les empêche de se libérer du lien entre le monde matériel et le monde de la mort. Il soutient que l'homme moderne devrait se détacher de cette croyance pour avancer dans sa conscience et sa recherche spirituelle. Il affirme également que l'ego a besoin de la mémoire pour se conforter et valider ce qu'il pense savoir, mais que pour aller au-delà, il faut se libérer de l'émotion et de la mémoire, et utiliser une énergie qui ne fait pas partie du passé. Il encourage ainsi l'homme à développer une mémoire supramentale, déconnectée du passé et de la réincarnation. Une mémoire totale est une mémoire qui peut pénétrer tout ce qui a été créé. Sur le plan mémoriel. Cela implique de pouvoir comprendre le passé sans y être émotionnellement attaché. Dans une mémoire totale, l'être humain n'a aucune mémoire individuelle, mais il devient lui-même une mémoire totale capable d'utiliser l'énergie libérée du passé pour créer un avenir certain. Par ailleurs, l'intervenant remet en question l'existence même de l'homme sur Terre, affirmant que ce que nous avons sont des êtres avec une conscience animique encapsulée dans un corps matériel. La perception que nous avons de nous-mêmes est liée à notre personnalité et à notre faculté de réflexion. Ce phénomène de personnalité ne fait pas partie de l'homme, mais de la relation entre l'âme, le mémoriel, et l'appareil psychique humain. Il souligne également que l'intérêt de l'homme pour la réincarnation et la mémoire astrale concerne plutôt l'humain conscient de sa propre expérience matérielle, et non l'homme réel. Enfin, l'intervenant suggère qu'à l'avenir, le véhicule humain sera amélioré pour être plus sophistiqué.
Cependant, il fait valoir que derrière les sens et les organes du corps humain, il y a une conscience qui observe et écoute, et cette conscience continue d'exister même dans un véhicule plus évolué. Le dialogue entre l'intervieweur, FP, et le conférencier, Boulevard M, porte sur la nature de l'âme et de l'esprit, ainsi que sur leur relation avec l'ego et la conscience humaine. BDM explique que l'âme est une énergie accumulée à partir des expériences vécues sur les planètes. Est-ce que l'esprit est une énergie prépersonnelle, dépourvue de mémoire? L'esprit a la capacité de créer des conditions propices à son existence sur les plans inférieurs, tandis que l'âme est contrainte de revenir dans la matière pour évoluer et permettre une connexion cosmique entre l'esprit et la conscience humaine. L'âme ne meurt pas, mais se retire sur le plan astral entre deux vies. Son rôle à long terme est de favoriser la fusion entre l'énergie de la source et l'âme, en éliminant les mémoires involutives qui l'entravent. Ce processus de fusion permettrait la création de l'immortel de demain. L'auteur explique que l'homme ne peut pas accéder à une dimension psychique de son être tant qu'il ne transgresse pas les lois du passé. Il compare la dimension psychologique à une contrainte planétaire, tandis que la dimension psychique représente la cosmicité de la personne. Il pense que l'humanité est arrivée à un stade où elle a développé une conscience égoïque, mais qu'elle doit évoluer vers une conscience qui règne sur la mémoire et permet à l'homme d'ouvrir de nouveaux horizons temporels. Il affirme que l'homme doit pouvoir immortaliser sa conscience et avoir la capacité de demeurer dans la matière tout en pouvant en sortir volontairement. Cependant, selon l'auteur, l'homme n'est pas encore suffisamment en fusion pour comprendre et accepter ces concepts. Il souligne que tous les hommes ont une conscience cosmique non validée par la planète en raison des conventions psychologiques et historiques qui ont substitué à la simplicité de l'esprit la complexité de l'âme. Enfin, l'auteur conclut en expliquant que le réel est simple, mais que le mental complique tout. Dans ce discours, le locuteur souligne le besoin pour les individus d'accéder à leur dimension intégrale et créative de conscience. Il critique le système éducatif qui ne permet pas aux gens d'exprimer leur sensibilité interne de manière précise et puissante, les empêchant ainsi de partager leurs connaissances et expériences. Il affirme que l'ego a du mal à s'exprimer dans un monde irréel et globalisé. Il explique également que l'homosexualité est liée aux réincarnations successives de l'âme et à la persistance de la mémoire antérieure. Selon lui, à la fin d'un cycle, il y a souvent une augmentation de l'homosexualité. Selon l'auteur, lorsque les choses vont mal ici sur le plan matériel, cela est une expérience importante pour ceux qui sont de l'autre côté, dans le monde spirituel. Plus ça va mal, mieux. C'est pour eux car ils cherchent des situations difficiles pour s'incarner et acquérir de l'expérience. Cela explique pourquoi il y a toujours des problèmes de population à la fin d'un cycle, ainsi que des périodes d'homosexualité accrues. L'auteur affirme que l'homosexualité fait partie de la souffrance de l'esprit et de l'âme, et il encourage les personnes qui vivent cette expérience à se libérer de la culpabilité et des jugements moraux. Il recommande de consulter des psychologues qui sont plus ouverts et informés sur cette question, et de ne pas chercher l'approbation de personnes ayant une conscience morale rigide. La rigidité morale survient lorsque le reste de la société ne l'est plus. En ce qui concerne la polarité dans la création, l'auteur explique que cela est nécessaire pour la lutte et la progression. Cependant, il souligne que lorsque l'humanité atteindra un niveau de conscience plus élevé, elle vivra de moins en moins cette polarité et ne sera plus soumise à la lutte entre le bien et le mal. L'auteur affirme également que la souffrance causée par les problèmes du monde fait partie du karma des nations, et que comprendre cela permet de ne pas être totalement assujetti à l'inconscience planétaire. Il souligne l'importance de prendre soin de notre propre conscience et d'atténuer notre propre souffrance. L'homme ne pourra changer ce qui se passe dans le monde que s'il prend conscience de lui-même. Actuellement, l'homme est inconscient et cela empêche toute possibilité de changement. Il existe des lois astrales qui régissent la planète et ne peuvent être contournées. Les gouvernements et les institutions peuvent avoir de bonnes intentions, mais ils ne peuvent pas faire de grandes choses sans ce pouvoir intégral. L'homme doit d'abord se conscientiser afin de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Par exemple, la bombe atomique a donné un pouvoir à l'Occident contre une idéologie, mais les mouvements humanistes ont enlevé ce pouvoir. Il est important de noter que personne ne veut détruire la planète, mais politiquement nous manquons d'intelligence et la réalité politique mondiale n'est pas entre les mains de l'homme. Nous devons prendre conscience de notre nature expérimentale sur Terre et comprendre notre lien inconscient avec une source d'énergie inconnue. Dans ce discours, l'orateur évoque les nombreux défis auxquels l'humanité est confrontée. Il mentionne notamment les effets néfastes du changement climatique, la violence
religieuse et le fanatisme, ainsi que l'utilisation du pétrole comme un outil dangereux pour l'équilibre des nations. L'orateur souligne que malgré nos efforts pour changer les choses, il est important de comprendre la véritable nature de la vie sur notre planète et de reconnaître que l'homme n'est pas aussi libre qu'il le pense.